Tout d'abord, on constate que nous sommes dans un pays, dans une région comme la Wallonie, où il y a 200 000 chômeurs pour 40 000 emplois vacants. Malgré ces chômeurs, il y a des emplois vacants. Donc, il y a un problème de matching. Ça fait partie du système de difficultés dont on vient de parler. Et ces difficultés sont encore plus, frappent encore plus violemment les personnes qui sont discriminés ou bien exclus du marché de l'emploi en raison de leur statut d'étranger, dans la mesure où ils ne disposent pas des mêmes ressources humaines, des mêmes réseaux sociaux, dans la mesure où leurs diplômes ne sont pas reconnus, dans la mesure où ils ont peut-être des difficultés de maîtrise de la langue. Toutes ces questions-là, on les connaît. Mais on sait aussi que parfois, nos systèmes d'insertion mettent la barre trop haut, placent des filtres là où on pourrait s'en passer. Ensuite, nous avons aussi une série de problèmes de gaspillage. Les personnes qui ont une expérience professionnelle dans leur pays d'origine ou des diplômes qui sont acquis à l'étranger n'ont peut-être pas la possibilité de transférer ces compétences à 100% sur notre marché de l'emploi. Par contre, un accrochage est tout de même possible. Pour tout ça, un certain nombre d'institutions de travail, notamment les centres régionaux d'intégration, qui sont co-organisateurs de cette matinée, proposent un certain nombre de services, qui sont du reste gratuits pour l'ensemble de la population, y compris les employeurs. Et ces services sont peu connus. On constate qu'il y a très peu de liens entre les secteurs d'insertion et les secteurs de l'emploi et les entreprises. Et c'est ce lien-là, cette médiation ou intermédiation sociétale est quelque chose qui manque. C'est peut-être le chef d'orchestre qui va faciliter l'accrochage emploi de ce public de travailleurs disponibles, dont on a tout intérêt à insérer sur le marché de l'emploi. C'est là que se situe le problème politique, en fait, dans la mesure où il y a des poches de non-emploi, il y a des poches de tension au niveau de la main-d'œuvre. Ces publics-là pourraient être une main-d'œuvre tout à fait complémentaire à la main-d'œuvre existante et en aucun cas concurrentielle, et de façon à renforcer aussi leur citoyenneté, de façon à renforcer leur autonomie dans la société et les rendre économiquement autonomes et contributrices de notre... Parler d'un projet que nous menons au CRIPEL, qui est le projet DISISMI, dispositif spécifique d'insertion socio-professionnelle des migrants. Ce projet, en fait, existe depuis 2 programmations européennes, donc c'est-à-dire depuis 2008-2009. Et on espère pour une 3e programmation d'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de retours du terrain grâce à ce projet. Donc, dans les faits, le projet, c'est 1 millier de personnes par an qui viennent pour demander de l'accompagnement dans les questions de l'insertion socio-professionnelle. 1 millier de personnes qui viennent spontanément. Et ça, c'est vraiment un élément très très important de notre projet, c'est que les personnes viennent sur base volontaire. Ça signifie que ce n'est pas une imposition par des services sociaux type CPS, type Forem. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment le besoin qui est ressenti par la personne pour pouvoir s'insérer socio-professionnellement. Et ça rejoint ce que le Dr Manso disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est bien sur des personnes dont on ne peut pas remettre en question la motivation pour trouver de l'emploi. Alors, pour ce millier de personnes, il faut savoir que nous ne faisons pas de communication sur ce projet. C'est-à-dire que ce n'est pas avec la promotion que les personnes viennent, c'est simplement par le bouche à oreille et la nécessité. Ça signifie également que si peut-être on promouvait un petit peu plus le projet, on pourrait avoir beaucoup plus de participants, mais pour ça, il faut aussi les moyens de pouvoir les accompagner. Alors, vous pouvez voir que dans les chiffres, que donc on est entre 1000 et 1500 participants par an. Pour 2021, nous avons des chiffres qui sont une estimation, puisque l'année n'est pas tout à fait terminée. Et c'est une estimation qui est faite sur base des 3 premiers trimestres de l'année, mais aussi avec une projection comparative avec les années précédentes. Vous pouvez voir qu'au niveau du genre, on a une répartition relativement équitable entre les hommes et les femmes. En fonction un petit peu des années, il y a des variations, mais néanmoins, on constate que c'est un problème qui touche
tant les hommes que les femmes. Il va y avoir un focus sur les femmes plus tard dans la matinée, mais nous traitons, nous, les problématiques des deux genres au sein du CRIPEL. Alors, la question des nationalités est importante au niveau de notre projet. Vous pouvez voir qu'entre 2015 et 2021, finalement, les nationalités varient peu. Alors, leur place, un peu dans l'ordre du nombre de personnes venues chaque année, est un petit peu différente, mais on retrouve quand même néanmoins plus ou moins les mêmes nationalités. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on retrouve la nationalité belge? On vient de parler des travailleurs extra-européens. Pourquoi alors a-t-on, nous, dans notre projet, beaucoup de Belges qui viennent faire la demande? Eh bien, c'est parce que quand on parle d'insertion socio-professionnelle des migrants, on ne parle pas que des personnes qui ont une nationalité extra-européenne, mais parfois de Belges qui ont obtenu la nationalité belge en cours de leur parcours d'insertion socio-professionnelle. Simplement, quand on voit le nombre de demandes qu'on a de personnes qui ont la nationalité belge, on voit que les discriminations subsistent et que donc la nationalité belge n'est pas non plus une solution complète à l'arrêt des discriminations que les personnes vivent au niveau de l'embauche. Alors là, on rentre dans le cœur finalement de ce qui est les freins, c'est-à-dire on voit les thématiques que nous adressons dans le projet. Encore une fois, je le répète, on est bien sur les thématiques qui sont demandées par les personnes et donc pas imposées par un service public. Donc la thématique peut-être qu'on a traitée le plus avec évidemment la recherche d'emploi, c'est la question de l'équivalence des diplômes. Le Dr Manchin l'a déjà évoqué, c'est un gros problème au niveau des personnes. Il faut savoir que les personnes étrangères sont plus diplômés en moyenne que les Belges. Et donc, on a une véritable perte de savoir et de compétences avec le public migrant, puisqu'on n'optimise absolument pas, et certainement pas en Wallonie, c'est encore plus marqué qu'en Flandre, on n'optimise pas finalement cette main-d'œuvre qui arrive et qui pourrait être tout à fait pertinente dans l'emploi. Nous avons dans l'équivalence de diplôme à la fois des demandes pour les équivalences supérieures et à la fois pour des équivalences secondaires. Il faut savoir que là, on a un frein systémique majeur au niveau des équivalences de diplôme, puisque c'est extrêmement compliqué d'obtenir une équivalence, à tel point que je me pose souvent la question de savoir si, avec mon propre diplôme belge, si je devais faire la démarche d'équivalence, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais tous les documents suffisants d'un point de vue purement administratif pour obtenir ma propre équivalence. Alors, les questions de recherche d'emploi et de recherche de formation sont évidemment des questions qui sont prégnantes pour les personnes et donc qui demandent un grand nombre d'accompagnements. Ces questions-là, effectivement, ne sont pas uniquement liées au fait d'être une personne étrangère ou d'origine étrangère, mais néanmoins, elles sont aggravées par certains points, par exemple la question du FLE, ou comme on vient de le dire, la question de l'équivalence de diplôme. Alors, il faut savoir que les personnes qui sont suivies dans notre service viennent en général pour plusieurs thématiques. Et donc, quand on parle des freins à l'insertion socio-professionnelle pour les personnes migrantes, ce qu'on oublie de voir, parce que finalement le français ne le permet pas, c'est qu'à frein, il y a quasiment toujours un S, et que donc on est bien sur une multiplicité de problèmes, une accumulation qui, du coup, peut effectivement expliquer, au moins partiellement, le fait qu'on a un taux d'employabilité des personnes bien en deçà de celui qu'on pourrait avoir. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est particulièrement frappant dans notre projet, puisqu'on a un tiers des personnes qui viennent pour plusieurs thématiques. Alors, les freins sociaux sont parfois des freins
bloquant. Quand on parle d'insertion socio-professionnelle, il y a bien l'aspect social dedans. Par exemple, je vais prendre l'exemple du logement. Si vous n'avez pas de logement, par définition, c'est vraiment compliqué de trouver un emploi. Et donc, il y a vraiment des freins qu'on doit parfois adresser qui sont en amont de l'insertion socio-professionnelle classique. Et effectivement, les services classiques d'insertion socio-professionnelle ne vont pas adresser ces freins-là et donc vont être démunis face à cette problématique. On essaye de l'adresser dans notre projet, mais là aussi, les freins sont majeurs et donc peuvent être aussi des montagnes vraiment à franchir. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne comme effet? C'est qu'on doit vraiment traiter tous ces freins. Et parfois, on doit traiter tous ces freins en même temps. Si on imagine qu'un parcours d'insertion d'une personne est linéaire, alors là, on est vraiment dans le faux. Si on imagine que la personne arrive, elle trouve un logement, puis elle apprend le français, puis alors elle va faire une formation, puis elle va chercher de l'emploi, c'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe. Les personnes doivent affronter leurs freins en même temps, et donc l'accompagnement, lui aussi, doit être fait en même temps. Et donc, il faut vraiment travailler à la fois les freins systémiques, tels que l'équivalence de diplôme, tels que des freins pour rentrer en formation parce qu'on n'a pas le niveau de français. Il faut travailler tous ces freins-là, mais il faut également travailler ces freins avec la personne de manière concomitante. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir travailler ces freins-là ensemble. Donc si on résume un petit peu les grands freins que nous on rencontre, la barrière de la langue, bien sûr, le français langue étrangère. Ceci dit, je pense qu'on va le voir plus tard dans la matinée, il faut savoir que ce frein à la langue est parfois un frein qui est exagéré dans l'imaginaire des gens, c'est-à-dire qu'on a une exigence parfois d'un français parfait alors qu'on peut tout à fait avoir un français ciblé pour l'emploi et qui permet lui-même de s'améliorer après quand on est en emploi avec le français vraiment nécessaire à cet emploi. Et puis après, le français peut-être commun vient après, finalement, l'imparfait du subjonctif n'est pas toujours urgent pour trouver un emploi. Il y a évidemment, on en a déjà pas mal parlé, de la non-reconnaissance des diplômes et des compétences, ce n'est pas toujours seulement une question des diplômes. L'accès limité aux formations, parce qu'effectivement, il faut souvent des prérequis tels que le niveau de langue pour rentrer dans les formations. Donc si déjà on ne peut pas rentrer en formation, c'est déjà plus difficile de trouver de l'emploi. Il y a bien sûr les discriminations à l'embauche au logement que l'on connaît de manière peut-être, c'est peut-être là où on pense plus vite aux problèmes et aux freins majeurs, mais qui ne sont pas seuls. Et il y a effectivement une méconnaissance des codes sociaux et culturels que l'on peut rencontrer chez les personnes, mais là alors il y a vraiment à la fois des cours de citoyenneté, de l'accompagnement qui peut être fait, et c'est probablement là où le travail est peut-être le moins difficile à faire parce que les gens sont extrêmement motivés. Il ne faut pas oublier que les personnes migrantes ont déjà fait preuve d'adaptabilité pour venir jusqu'ici, et une des grandes qualités de ce public dans l'emploi, c'est l'adaptabilité, ce qui est quand même une qualité qui plaît aux employeurs en général. Donc, comment est-ce que nous, on lève ces freins ? Par l'accompagnement individualisé et non standardisé, il est évident que quand on rentre dans des systèmes avec des standards d'accompagnement, on est dans des difficultés. On a vu qu'on doit apprendre le français, mais de manière spécifique aux besoins, l'apprentissage des codes culturels, l'accompagnement sur la reconnaissance des compétences et de diplômes, et bien sûr, on en a parlé pas mal, l'approche en concomitance. Mais n'oublions pas que tout ça doit s'accompagner, au-delà des personnes qui sont accompagnées par notre service, des interpellations des autorités publiques, du pouvoir subsidiant, mais aussi des services publics, pour qu'on lève ces freins. La sensibilisation du grand public à l'interculturalité doit continuer, et l'accompagnement des entreprises qui sont réellement demandeuses de pouvoir avoir ce public migrant inséré dans l'emploi. Typiquement, quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Ce sont exactement les mêmes. C'est un problème au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est absolument exécrable en termes de reconnaissance de diplôme. On a, c'est pas une longueur de retard, mais un univers de retard par rapport à notre homologue flamand. Et c'est parfois encore bien pire par rapport à d'autres pays européens. On a effectivement une exigence dans l'entreprise de langue, mais ça a été très largement souligné, je m'en réjouis,
sur le fait qu'on ne cherche que très exceptionnellement des bilingues parfaits. Ce que l'on cherche, ce sont des gens qui auront une maîtrise suffisante de la langue pour comprendre quelles sont les règles de sécurité et pouvoir les appliquer, et avoir le dialogue minimum suffisant pour démarrer et exécuter un emploi de façon correcte, mais pas plus. La chose qui a été dite, mais peut-être pas encore assez soulignée, peut-être pas assez expliquée, c'est qu'au-delà des diplômes, au-delà de la langue, l'exigence de compétences reste l'alpha et l'oméga, et plus que jamais. Il faut bien prendre en considération que depuis, en particulier, la crise de 2008, les entreprises sont dans une situation qui est infiniment plus précaire, avec beaucoup moins de visibilité, et il va de soi que les chocs, le choc du Covid évidemment, n'ont pas amélioré la situation. On pourrait dire pour la Wallonie que le choc des inondations pour un certain nombre de territoires, effectivement, les a encore fragilisés. Et donc, quand d'un côté, on demande aux entreprises d'avoir de la visibilité, de l'anticipation par rapport à leurs besoins, etc., sachant qu'en Belgique et en Wallonie en particulier, on est dans un univers de PME, c'est extrêmement difficile. Donc, ce qui va être demandé dans ces cas-là, avec le peu de, je dirais, de facultés d'anticipation et le peu de facultés théoriques dont disposent les acteurs entreprises sur le marché, c'est qu'est-ce que tu sais faire demain correctement, sans trop de supervision, parce que l'encadrement, effectivement, est une source de coûts. Et donc, on ne demande pas des gens qui soient dotés de qualités exceptionnelles et qui sachent tout faire de A à Z. Ce que l'on demande, c'est que les gens soient parfaitement en capacité d'identifier là où ils sont avec une maîtrise raisonnable de compétences. Et également de souligner celles qu'ils ont peut-être non pas à un niveau de maîtrise correct, mais peut-être légèrement inférieur, pour le souligner et dire qu'avec un peu de support, un peu de formation, un peu de temps de travail, ce sont des compétences qui pourraient devenir effectives. Donc ça, c'est un volet qui est extrêmement important pour comprendre aujourd'hui comment fonctionnent les entreprises. Alors pour ce qui concerne les intermédiaires, qui sont ceux que je représente finalement, ce que nous pouvons déplorer, c'est qu'en dehors de quelques projets très ponctuels, trop ponctuels, de quelques collaborations avec le monde de l'ISP, quand souvent c'était soutenu par le FSE, ça n'est plus le cas actuellement, eh bien malheureusement, on retourne à une énorme frilosité. Et elle est réciproque. Elle est réciproque. Nos entreprises n'ont souvent, quand on est en période de haute conjoncture, pas beaucoup de temps. Et quand on est en basse conjoncture, elles n'ont pas beaucoup d'opportunités. Donc c'est évidemment difficile de bâtir des relations durables, mais néanmoins, il n'y a pas d'alternative. Les entreprises ont besoin de profils. Beaucoup de profils et de plus en plus sont en pénurie. À l'inverse, on a des réservoirs de main-d'œuvre. Les primo-arrivants sont un réservoir potentiel de main-d'œuvre. Je déplore que trop souvent, pour des raisons théoriques, philosophiques, idéologiques, ça ne se produise pas. Et je dirais que je reste plus que jamais un fan de Raymond DeVos qui disait je hais les haies qui sont des murs. Il y a une série de constats qui ont été dressés, dont on a fait largement état ce matin. Donc je vais rebrosser très rapidement, histoire de ne pas être redondant, mais surtout pour arriver au cœur de mon propos, qui est plutôt de dresser des lignes de force et des perspectives pour l'avenir, puisque c'est l'enjeu majeur. En tous les cas, c'est un des enjeux majeurs de l'intégration des personnes étrangères sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors c'est vrai que si on regarde un peu le profil sociologique de notre population, on se rend compte que 3 personnes sur 10 ont au moins de leurs grands-parents nés à l'étranger, qu'un bénéficiaire du revenu d'intégration sur 4 est d'origine hors Union européenne, et que forcément le taux d'emploi des immigrés hors Union européenne avoisine seulement les 50%, et on peut regarder qu'on a le plus grand écart, ou en tous les cas parmi les plus grands écarts, entre le taux d'emploi
des personnes belges et des personnes étrangères. Ça a donné lieu, et depuis de nombreuses années, à des recommandations adressées au gouvernement par l'OCDE, qui dit qu'il faut encore renforcer davantage les dispositifs. Le marché de l'emploi en Wallonie, ça a été dit également, où de nombreux secteurs sont en pénurie ou recherchent des fonctions qui sont dites critiques et donc pour lesquelles ils ne trouvent pas de personnel. Il y a aussi la question de la pyramide des âges qui est aussi un élément structurel important à souligner. Et ça a été également dit, la question des compétences et donc de l'adéquation entre le besoin des entreprises en compétences et les compétences des personnes. On a parlé des freins aussi très largement, la barrière de la langue, l'accès au séjour, l'équivalence de diplômes et des qualifications, la discrimination systémique à l'embauche ou à l'accès à l'emploi, la complexité du marché du travail, vous venez encore de le dire, l'accès aussi aux formations qualifiantes et finalement le peu de lien entre le monde des entreprises et les dispositifs d'insertion socio-professionnelle. Alors justement, sur base de ces constats, de ces freins, les projets des centres régionaux, puisque il s'agit de cela, et nous avançons vraiment main dans la main l'ensemble des centres, et donc nous couvrons de par nos territoires de compétences l'ensemble de la Wallonie. C'est important de le dire aussi, c'est qu'il y a vraiment une cohérence en tous les cas dans les projets que nous souhaitons porter dans le cadre de la prochaine programmation européenne. Souvent, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc, ce projet va travailler sur les deux volets, donc vraiment sur l'insertion socio-professionnelle des migrants et sur la question de la diversité avec les entreprises. Et qu'est-ce qui est le cœur du débat? Ça a été souligné par Altai Mancho à plusieurs reprises et par d'autres intervenants. C'est la question de l'intermédiation vers l'emploi. Donc, créer des liens, finalement, entre les différents acteurs. Et bien sûr, avec comme focus et comme importance, c'est l'égalité des chances qui doit être au cœur de la construction de notre société et de la société de demain. Comment on va le faire? Eh bien, ce concept d'intermédiation, c'est mettre en relation, finalement, et jouer les intermédiaires pour rapprocher le fossé qui existe aujourd'hui entre, quelque part, le monde de l'insertion socio-professionnelle, les entreprises et les demandeurs d'emploi. Donc, c'est un projet ambitieux qui vise à identifier des besoins avec les entreprises. Les entreprises doivent être des parties prenantes et le sont, d'ailleurs, puisqu'elles recherchent du personnel, parce qu'elles sont dans des secteurs en pénurie. Et avec les entreprises, nous allons faire ce fameux diagnostic de leurs besoins et nous allons tenter, à travers l'identification notamment de langues, en matière de langue, mais aussi en matière de compétences, identifier ces compétences et ces niveaux de langue de telle manière à mettre en place un dispositif raccourci et orienté véritablement vers l'emploi, avec des concepts comme du français langue étrangère orienté métier. Alors c'est évidemment travailler avec tous les acteurs de l'insertion socio-professionnelle, mais pour raccourcir ces temps et quelque part répondre mieux et plus rapidement aux besoins des entreprises. Cette intermédiation-là donc se base sur un diagnostic, vise à établir un plan d'action, un plan de construction véritablement en lien avec le projet professionnel de chaque personne et travailler avec les centres de formation, avec les organismes qui donnent des cours, de telle manière à pouvoir répondre à ces besoins. Alors ça demande de développer des outils, mais je vais y venir. Qui sont les acteurs? C'est évidemment les entreprises au cœur du dispositif. C'est l'État à travers les deniers publics et les dispositifs mis en œuvre par l'État. Et puis la société civile, c'est le monde associatif, c'est le monde de l'insertion socio-professionnelle. Comment s'y prendre? Sur le volet insertion socio-professionnelle, c'est d'abord établir un diagnostic avec les personnes, les accompagner de manière individualisée, répondre aux freins qui sont les leurs et tenter un à un et de manière concomitante, comme ça a été dit, de les lever. La deuxième chose, c'est organiser en parallèle vraiment ces formations de manière concomitante. Donc d'une part, des expériences en entreprise, mais aussi des cours de français orientés métier et une formation métier en parallèle de stage avant de pouvoir rentrer
véritablement dans les entreprises. C'est travailler la question de l'équivalence de diplôme, des démarches administratives et tenter aussi d'infléchir les difficultés administratives que ça représente et une vraie barrière, donc faire aussi du lobbying pour simplifier les démarches. C'est aussi du mentorat. Et là aussi, la société civile a son rôle à jouer à travers du bénévolat, des gens qui ont déjà des réseaux et qui permettent aussi de faire connaître ces réseaux d'entreprises qui recherchent et faciliter à nouveau les démarches d'inclusion. C'est du tutorat en entreprise, on sait bien, il y a un coût, bien sûr, mais dans beaucoup d'entreprises, même les petites et moyennes entreprises qui constituent, ça a été dit, l'essentiel du tissu économique wallon, eh bien, il y a souvent le N+1. Le N+1, c'est toujours le tuteur. Donc il y a aussi là du travail à faire pour faire connaître la réalité de l'entreprise et faire vraiment coller les besoins et l'offre. C'est du coaching individualisé, c'est du coaching fleu métier. Et de manière individualisée, là aussi, et c'est peut-être l'une des forces de ce projet, c'est des stages en entreprise et c'est aussi tout un accompagnement en emploi. Et ça, c'est aussi une des forces des projets que nous allons proposer. Au niveau des entreprises, quelles sont les démarches et l'offre que nous leur adressons? C'est d'abord s'adresser aux entreprises qui ont prioritairement besoin de main-d'œuvre. Donc d'abord les secteurs en pénurie. C'est ensuite vraiment pouvoir leur présenter la spécificité de notre offre et étudier avec elles de manière concertée et conjointe les profils recherchés et éventuellement en matière de langue aussi voir quel est là où situer le cluster, le cliquet, pardon. C'est évaluer aussi un timing, et on le sait bien, une entreprise qui recrute est une entreprise qui veut recruter rapidement, et donc la concomitance dans les formations proposées est extrêmement importante. Et puis alors, c'est pouvoir proposer aux entreprises vraiment des personnes qui ont le profil recherché par les entreprises. Alors ça peut être par le biais d'un stage, mais aussi par le biais directement d'un emploi. Et puis enfin, accompagner les demandeurs d'emploi dans l'entreprise, c'est véritablement le cœur des deux volets. Et nous espérons, à travers quelque part ces différentes étapes, pouvoir vraiment répondre et proposer des projets innovants qui va réduire un peu ce grand écart qu'il y a entre la mise à l'emploi des personnes belges et des personnes étrangères. Je terminerai par ce petit slide en disant c'est évidemment notre travail et l'offre qui est faite, c'est du matching entre l'offre et la demande, de l'accompagnement aussi des entreprises dans les aides à l'emploi et relayer toutes les aides à l'emploi publiques qui sont aussi des dispositifs importants pour lesquels il est important d'informer les entreprises. C'est aussi proposer des formations pour les tuteurs au sein de l'entreprise, donc formation à l'interculturalité, ça a été dit, les entreprises peuvent rencontrer des problèmes interculturels, là aussi, ça permet de désamorcer toute une série de choses. C'est aussi proposer aux entreprises des événements plus de matching, de type job day, et enfin aussi avoir la possibilité pour les entreprises, là, les plus grosses entreprises, de développer vraiment un plan diversité et de les accompagner dans la gestion de la diversité au sein de leur structure et faire bien sûr de la médiation. Voilà, en condensé, notre offre et nous espérons par ce biais pouvoir répondre aux difficultés qui ont été identifiées et aussi modéliser, nous l'espérons, ce dispositif dans le but évidemment de faire un peu tache d'huile et de faire percoler ce projet plus dans la société civile et aussi au sein de nos institutions.